Les tueurs en série ne parviennent pas toujours à leur fin. Certaines victimes ont survécu pour raconter l'histoire et, grâce à leur héroïsme, ont contribué à faire tomber ces tueurs. Voici l'histoire de 10 personnes qui ont échappé aux tueurs en série les plus meurtriers. Lisa McVey-Noland. On associe généralement les tueurs en série à des manipulateurs hors pair. Dans ce cas, la victime a réussi à tromper le tueur pour qu'il la laisse partir. Le 3 novembre 1984, Lisa McVey-Noland, âgée de 17 ans, rentre à vélo de son travail. Elle a remarqué qu'une voiture se rapprochait d'elle, et cette voiture l'a finalement percutée. Elle se rend vite compte que l'accident n'en est pas un. À l'intérieur de la voiture se trouvait Bobby Joe Long, l'un des tueurs les plus célèbres de Tampa. Elle a été enlevée. Et pendant qu'elle était enlevée, elle avait même prévu de mettre fin à ses jours. Lorsqu'elle décrit ce qui s'est passé, elle ne mâche pas ses mots. Malgré cette immense souffrance, Lisa décide de déstabiliser le tueur. C'est une réponse à laquelle le tueur ne s'attendait pas. 35 ans plus tard, les rôles se sont inversés. Long risque maintenant d'être exécuté, et c'est lui qui est tué, tandis que Lisa est devenue un officier de justice respecté. Corazon Amurao. L'évasion de Corazon Amurao n'a pas été une histoire de combat et de fuite. Son tueur en série l'a tout simplement oublié. Le 13 juillet 1966, à 23 h, Richard Speck s'introduit dans un dortoir d'élèves infirmières à Chicago. Il frappe à chaque porte, demandant désespérément de l'aide. Il savait qu'une élève infirmière, avec sa nature aimante, serait prompte à répondre. Il frappe bientôt à la porte de Corazon Amura, une femme qui avait fait le voyage des Philippines aux États-Unis. Lorsqu'Amurao a répondu, il avait un pistolet et un couteau. Il l'a emmené avec d'autres infirmières et les a toutes attachées avec leurs propres draps de lit. Un à un, Speck a emmené chaque infirmière dans une pièce où il les a tuées. Pendant l'absence de Speck, Amurao en profite pour se faufiler dans une autre pièce et se cacher sous le lit. Lorsque Speck a commis ses crimes, il était sous l'influence de la drogue et de l'alcool. Il oubliait tout simplement le nombre de femmes qu'il avait rassemblées. D'après ce qu'elle a pu constater, Speck était parti. Elle est restée sous le lit pendant encore 3 heures pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas. Lorsqu'elle a émergé, elle a réalisé que ses amis et collègues infirmiers avaient été tués par cet homme. Amurao a fui les feux de la rampe et n'a plus jamais donné d'interview depuis. Comme vous pouvez l'imaginer, elle aurait pu gagner beaucoup d'argent grâce aux journaux, aux documentaires, aux livres et peut-être même aux films. Mais par respect pour ses collègues de cette nuit-là, elle n'a jamais parlé ouvertement de ces événements et n'a jamais courtisé les feux de la rampe. Dans sa déclaration, elle affirme « Je tiens à préciser que la mémoire de mes chers collègues est d'une telle nature que je ne veux pas qu'elle soit entachée par l'acceptation par moi d'argent ou de tout autre avantage personnel. » Elle a toutefois témoigné dans le procès de Richard Speck, qui a été emprisonné. On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Et Amurao n'a pas laissé cette expérience entraver sa passion pour le métier d'infirmière. Elle s'est mariée, a eu des enfants et a même des petits-enfants. L'avenir que Richard Speck a tenté de lui enlever lui a heureusement échappé. Carole Daronche. Pour Ted Bundy, Carole Daronche est celle qui s'est échappée. En novembre 1974, Carole Daronche fait des achats dans un centre commercial de Murray, dans l'Utah. Ils sont entrés dans le parking. Elle a regardé dans la voiture et il ne manquait rien. Bundy a alors essayé de la faire monter dans sa voiture. C'était tout à fait dans les habitudes de Bundy. Il se faisait régulièrement passer pour une figure d'autorité et donnait l'illusion de la sécurité et de la confiance. Bundy n'avait pas d'uniforme et donnait l'impression de ne pas être en service. Ce n'est qu'une fois dans la voiture qu'elle a réalisé à quel point ce comportement était suspect. Il lui a demandé de mettre sa ceinture de sécurité, mais elle a poliment refusé. Soudain, il a essayé de la menotter, mais n'a pas réussi à lui attacher les 2 poignets. Carole s'est défendue, et même après que Bundy a brandi un pied de biche et un pistolet, elle a continué à essayer de s'échapper. Carole s'est précipitée hors de la voiture et ils ont continué à se battre. Bundy est beaucoup plus fort que lui et Carole n'a plus beaucoup de temps à perdre. Mais à une certaine distance, Carole a entendu un bruit. Wilbur et Mary Walsh, qui passèrent dans la rue, ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. La femme qu'ils ont vue se faire attaquer s'est précipitée sur le siège arrière de leur voiture et ils ont démarré en trombe. Carole peut pousser un grand soupir de soulagement maintenant que Bundy n'est plus près d'elle. La bravoure dont elle a fait preuve en luttant contre Bundy est une chose, mais elle est aussi allée témoigner contre lui au tribunal. L'avocat David Yocom, qui a instruit l'affaire, a déclaré « Elle n'aimait évidemment pas l'idée de témoigner, mais elle savait que c'était son devoir. Elle n'aimait évidemment pas l'idée de témoigner, mais elle savait que c'était son devoir. » Pour des raisons évidentes, la plupart des autres personnes qui sont montées dans une voiture avec Ted Bundy n'ont pas pu témoigner contre lui. Kate Moir. Jusqu'à présent, nous avons parlé de personnes fuyant un seul tueur en série. Mais que se passe-t-il s'il y a plus d'une personne à fuir? Kate Moir a réussi à déjouer les plans d'un couple de tueurs en série. David et Catherine Birney étaient un couple de tueurs en série qui sévissait dans les années 90 à Perth, en Australie.
Ils se sont attaqués à Kate Moir comme ils l'ont fait pour la plupart de leurs victimes. Elle n'avait que 17 ans et a été ramenée chez eux. C'est là qu'elle a été torturée et qu'on a profité d'elle. Elle était menottée et devait dormir avec eux 2 la nuit. Elle a été retenue prisonnière dans leur maison, mais le couple de tueurs s'est vite relâché. David devait partir travailler tous les jours et Catherine était souvent seule avec Kate. Kate décide de se lier d'amitié avec Catherine dans l'espoir de s'échapper un jour. Un jour, alors que Catherine et Kate étaient seules, on frappa à la porte. Catherine ordonne à Kate de retourner dans sa chambre et de se taire, mais ne l'enchaîne pas au lit. Elle a tranquillement forcé le verrou de la fenêtre de la chambre et s'est enfuie. Dans tout le quartier, elle a frappé aux portes et poussé des cris. Elle a finalement dû se rendre dans un magasin d'aspirateurs et expliquer ce qui s'était passé. Moir a déclaré « J'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'avais été violée. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'intérieur et appelez la police. » Le 10 novembre 1986, Moir a fait une déclaration, mais la plupart des gens ont eu du mal à la croire. En fait, le seul autre policier qui a cru à ses affirmations était une autre jeune policière nommée Laura Hancock. Elle pensait que Moir respirait l'honnêteté. Elle n'a pas hésité à donner des détails et a été très claire et concise sur ce qui s'est passé. Elle a dit à la police que le film Rocky était dans le magnétoscope et qu'une cassette de Dire Straits était dans le lecteur de cassette. Madame Moir était tellement déterminée qu'elle a fait des dessins pendant son enlèvement et les a cachés dans la maison. De cette façon, elle pouvait prouver indéfiniment qu'elle était là. À propos de cette expérience, Hancock a déclaré « Vous ne pouvez pas vous pencher sur ces détails si vous voulez raconter une histoire inventée. » Elle ne disait pas « Oh mon Dieu, c'est ce que je viens de vivre, pauvre de moi. » Il s'agissait simplement de se concentrer sur la question suivante. « Écoutez-moi, voici mon histoire, voici pourquoi, voici comment et voici qui, allez les chercher. » Maria Viricheva. En 2002, Maria Viricheva n'avait que 18 ans et était en larmes à la suite d'une dispute avec son petit ami. À son insu, l'homme qui était venu la réconforter alors qu'elle pleurait était le tueur à l'échiquier, connu pour tuer les personnes avec lesquelles il jouait aux échecs dans le parc. Ce jour-là, il a persuadé Maria d'aller se promener avec lui dans le parc. Ce qui avait commencé comme une agréable promenade dans le parc est devenu clair comme de l'eau de roche quant aux intentions de cet homme lorsqu'ils ont atteint un puits d'égout à ciel ouvert. Pichouchkine m'a attrapé par les cheveux et a commencé à me frapper la tête contre le couvercle du puits en fer. Quand j'ai réalisé que mon visage était couvert de sang et que je ressentais une douleur terrible, j'ai su qu'il allait me tuer. Elle a laissé son corps tomber dans le puits d'égout. En la voyant tomber, Pichouchkine a crié « Prends un bain là !» Elle réussit cependant à placer ses mains et ses pieds sur le côté de l'égout pour l'empêcher de tomber plus bas. Elle découvre un autre couvercle de puits, mais elle est trop faible pour l'ouvrir. Elle a crié et hurlé, et heureusement pour elle, quelqu'un au sol l'a entendu et a soulevé la plaque d'égout. Elle a été transportée à l'hôpital. Cependant, le policier n'a pas pris la peine d'enquêter et de signaler le crime. Ce policier a ensuite été emprisonné pour cette raison. Il s'est avéré qu'il n'était pas complice du tueur, mais qu'il était simplement paresseux. L'enquêteur principal, Andrei Suprunenko, a déclaré « Son seul motif était « je ne veux pas travailler ». C'est tout. Comme si les choses ne pouvaient pas être pires. Le petit ami de Maria l'a quitté peu après. Bien qu'elle soit enceinte de 3 mois, il ne veut plus rien savoir d'elle. Puis, alors qu'elle se promenait par hasard dans un magasin, elle a aperçu Pichouchkine du coin de l'œil. Sa première pensée a été « Courez, j'ai compris que je devais fuir », dit-elle. Parce qu'il m'a vu aussi. Je voulais m'enfoncer dans le sol pour qu'il ne me voie pas. Elle a couru jusqu'à son appartement. 3 jours plus tard, elle a quitté cet appartement. Comme elle n'avait pas les papiers nécessaires pour vivre à Moscou, elle n'est pas allée voir la police. Elle a donné naissance à son enfant 6 mois plus tard, mais l'a fait adopter. 4 ans plus tard, Pichouchkine a finalement été arrêté. La personne que la police n'avait pas réussi à poursuivre en 2002 a finalement été arrêtée. Il a eu droit à son procès et Maria n'a pas hésité à témoigner contre lui. Virginia Peterson. D'avril 1984 à août 1985, un prédateur rôde dans les rues. On le surnommait le traqueur nocturne car il s'introduisait dans les maisons des gens la nuit, pendant qu'ils dormaient. Virginia Peterson et son mari Chris ne connaissaient pas The Night Stalker, mais ils allaient bientôt faire la connaissance de cet homme. Il était dans sa chambre à coucher et il n'a pas laissé une bonne première impression. Au milieu de tout ce qui se passe, Virginia émerge et aperçoit le Night Stalker en train de rire. Le traqueur nocturne avait tiré sur ces 2 personnes. Peut-être était-ce une poussée d'adrénaline ou l'instinct de survie, mais Virginia et Chris se sont levés et l'ont chassé de la maison. L'instinct paternel s'est peut-être aussi manifesté, car ils avaient aussi une fille à l'étage inférieur. Chris a été touché par la balle, mais il a fait semblant d'être complètement touché, de sorte qu'il n'a pas souffert autant que le tueur l'avait prévu. Ils l'ont signalé à la police et, 3 semaines plus tard,
il a finalement été arrêté. Le traqueur nocturne s'appelait Richard Ramirez. En apparence, la Virginie semble s'en être sortie indemne. Cependant, des problèmes se posent plus profondément sous la surface. Elle décrit les effets à long terme que cela a eu sur son mari et sur elle-même d'une manière magnifique et réconfortante. Une autre survivante de Ramirez était une femme nommée Whitney Bennett. Alors qu'elle parlait avec l'inspecteur Frank Salerno et qu'elle commençait à se lier avec la famille de Salerno. Elle a été présentée à son fils, Mike Salerno, et ils ont échangé leurs numéros. Ils forment aujourd'hui un couple heureux grâce à un concours de circonstances extrêmement bizarres. Les crimes horribles de Ramirez ont ironiquement rapproché beaucoup de gens. Teresa Thornhill. Teresa Thornhill est un exemple des effets à long terme de ces crimes. Bien qu'elle ait échappé à l'emprise d'un tueur en série, les blessures émotionnelles de cette attaque persistent. 23 ans plus tard, elle a déclaré « Je peux voir l'homme qui m'a attaqué aussi clairement que s'il se tenait devant moi aujourd'hui. » Dans les années 1980, Robert Black était un tueur notoire qui s'attaquait aux enfants. Il vivait en Écosse et s'attaquait généralement à des enfants âgés de 5 à 11 ans. Bien qu'âgée de 15 ans à l'époque, Teresa paraissait très jeune pour son âge et était plutôt menue. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, elle a été abordée par un homme. Contrairement à Ted Bundy, il n'y a pas eu de ruse de la part d'un officier de police ou autre, il l'a simplement attrapée et a essayé de la pousser dans sa camionnette. Teresa s'est courageusement défendue contre cet homme. Son odeur nauséabonde était écrasante et j'avais du mal à respirer. Il m'a soulevé et a failli me faire passer par la porte latérale de sa camionnette, mais j'ai commencé à me débattre. J'ai réussi à crier et à lui mordre le bras, puis je l'ai attrapé par le pantalon. Il m'a fait tomber par terre. Pendant ce temps, un spectateur qui connaissait Tracy a commencé à crier après Black, qui s'est enfui. Les suites de cet événement ont été très traumatisantes. Tout ce que je voulais, c'était prendre un bain. Je me sentais sale, souillé. Mais je devais attendre. La police voulait prendre une déposition, puis me faire faire un tour en voiture pour voir si je pouvais repérer la camionnette. Aujourd'hui, alors qu'elle a atteint l'âge adulte, cette expérience l'horrifie encore. Elle pense à ce qui lui est arrivé, mais aussi aux autres qui n'ont pas eu cette chance. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Robert Black, à ce qu'il a fait à ses autres petites filles et à ce qu'il a essayé de me faire. C'est pour elle qu'elle a eu le courage de témoigner contre lui. J'étais terrifiée parce que je ne voulais pas le revoir, dit-elle. Mais j'ai fait de mon mieux pour le bien des filles qui étaient mortes. Tracy Edwards. La personne la plus célèbre de cette liste est peut-être Tracy Edwards, l'homme que nous devons remercier pour avoir mis un terme aux horribles frasques de Jeffrey Dahmer. Son témoignage, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas facile à écouter. Dahmer a dit à Edwards qu'il allait prendre des photos de lui. Il a dit aux copains d'Edwards de venir peu après. Seulement, il leur a donné la mauvaise adresse. Dahmer a fait monter Edwards dans son appartement. Soudain, il est apparu clairement qu'il n'était pas là pour poser pour des photos. Puis Dahmer rompt le silence. Son jeu de malade commence. Lorsqu'ils atteignent la chambre à coucher, les choses deviennent encore plus bizarres. La technique d'Edwards pendant toute cette période a été de rester calme et de ne pas paniquer. Dahmer manquait d'amis et Edwards a promis d'être son ami. Lorsque Edwards avait besoin d'aller aux toilettes, Dahmer le suivait. La deuxième fois, Edwards avait établi un climat de confiance. Tracy s'est échappé dans les rues de Milwaukee avec des menottes aux mains. Il a réussi à faire signe à des policiers et s'est finalement retrouvé en sécurité. Denise Williams. Dans les années 1980, des policiers américains ont reçu d'étranges appels. Ils provenaient apparemment de la même personne qui avouait anonymement ses meurtres. L'auteur de l'appel a déclaré « Je ne sais pas pourquoi j'ai dû la poignarder. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû la poignarder. Je suis tellement bouleversé. » Pour éviter d'être repéré, il modifie sa voix, ce qui lui vaut d'être surnommé le tueur à la voix larmoyante. Le 21 août 1982, Denise Williams, une jeune femme de 19 ans, se prostitue dans la rue. Elle a finalement été ramassée par un homme nommé Paul. Elle lui avait fourni ses services dans sa voiture et il lui avait promis de la ramener à l'endroit où il l'avait prise. Alors qu'ils reprenèrent la route, Denise se rendit compte qu'ils ne reprenaient pas le chemin qu'ils avaient emprunté à l'aller. Il était venu la chercher au centre-ville, alors que Paul semblait l'emmener en banlieue. Il s'engagea dans un cul-de-sac et Denise dut faire face à la colère de cet homme. Paul a commencé à la poignarder continuellement avec un tournevis et l'a blessée à plusieurs reprises. Denise s'est défendue et a utilisé une bouteille en verre pour le frapper au visage. Elle a également poussé de grands cris, ce qui a alerté les personnes qui se trouvaient à proximité. Un homme courageux s'est approché de la voiture et a commencé à lutter avec Paul, ce qui a permis à Denise de s'enfuir. L'homme a également pris la fuite et s'est fait soigner. Le 911 reçoit bientôt un appel. « J'ai besoin d'une ambulance, je suis tout coupé, j'ai été battu et je saigne. » La personne qui appelait était Paul, le tueur à la voix larmoyante. Grâce au courage de Denise et de l'homme qui l'a aidé, le tueur à la voix larmoyante appelait les autorités de sa propre voix et était sur le point de mourir. Après s'être rétabli à l'hôpital, Stephanie a été condamnée pour ses crimes.
Le jury l'a reconnue coupable du meurtre d'une femme, Barbara Simons, et de l'agression de Denise Williams. Stephanie a toutefois été associée au meurtre de 2 autres femmes, mais n'a jamais été condamné. Il a été condamné à 40 ans de prison à l'issue de son procès. Rebecca Gard. Les tueurs en série s'attaquent souvent à des personnes dont ils savent qu'elles n'iront probablement pas voir les flics. C'était le cas de Rebecca Gard. Dans l'État de Washington, les journaux télévisés ont couvert de long en large l'affaire du Green River Killer, tueur de la rivière verte. Un meurtrier vicieux en liberté. C'est encore une nuit pluvieuse à Seattle, et Rebecca Gard vient de terminer son travail de télémarketing. Elle ne pouvait plus rester sous la pluie à l'arrêt de bus, et décida de rentrer chez elle à pied. Alors qu'elle rentrait chez elle, un homme conduisant une camionnette Dodge marron l'a abordée. Outre le télémarketing, Madame Gard avait recours à la prostitution pour arrondir ses fins de mois. En échange d'une course et de $20, cet homme recevait un acte sexuel en retour. L'homme en face d'elle n'est pas très intimidant. Il y avait pourtant une particularité qui lui donnait encore des frissons. Je me souviens de son regard. Madame Gard a demandé une pièce d'identité, et cet homme lui a montré une carte d'identité de la société Kenworth Trucking. Il lui avait donné son nom et son lieu de travail, de sorte qu'elle s'est sentie relativement en sécurité. Lorsqu'il l'a conduite en dehors de la ville, il a insisté pour qu'il quitte la voiture et aille dans les bois. Elle se souvient, tout d'un coup, il a commencé à m'attraper et nous nous sommes mis à rouler dans tous les sens. Il a essayé de couvrir ma bouche et mon nez, et j'ai continué à essayer de respirer. Il m'a étouffé sur le sol. Il était assis sur moi. En dépit de ses avances, Madame Gard était déterminée à ce que cet homme ne lui ôte pas la vie. Elle a répondu « Non, ce n'est pas mon heure. Je veux grandir. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants. » se souvient-elle avoir pensé. Je me suis dit « Ce type ne va pas me tuer. Ma place n'est pas ici. Je suis au mauvais endroit au mauvais moment. » Elle a réussi à le pousser contre un arbre et s'est réfugiée dans un mobile home voisin. Je n'arrêtais pas de frapper à la porte, se souvient-elle. Lorsque quelqu'un est venu frapper à la porte, Madame Gard pouvait à peine parler. Seuls 3 mots sont sortis. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Et comme Gard se livrait à la prostitution illégale, elle ne s'est pas rendue immédiatement à la police. En effet, cet événement s'est produit en novembre 1982, mais elle ne s'est rendue à la police qu'en décembre 1984. Le tueur de la rivière verte était un homme nommé Gary Ridgway. Les preuves apportées par Gard n'ont pas permis d'arrêter Ridgway, mais elles l'ont présenté comme l'un des principaux suspects du tueur de la rivière verte. Ce n'est qu'en 2001 que l'ADN a prouvé de manière concluante que Greenway était responsable de tous ces meurtres. Le courage dont elle a fait preuve en se défendant et en repoussant ses avances a permis à Ridgway de ne pas ajouter au nombre dévastateur de ses victimes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite à cliquer sur certaines des vidéos que vous voyez devant vous.